Merci à tous de rester avec nous pour la seconde partie de votre émission Envie de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV. Composez tout simplement le www.afrowebtv.com/live si vous êtes en direct avec nous. Et vous qui essayez de partager également cette émission, merci de votre aimable attention, surtout également, et merci à nos panélistes qui nous donnent le temps également de discuter avec eux sur des sujets épineux. Nous sommes avec donc plusieurs personnes en ce moment en ligne à part Duplessis et également au studio, et nous abordons donc la seconde partie de cette émission qui concerne les indépendances des pays africains. Il y a 60 ans, 17 pays africains accédaient à leur indépendance. Également 1960 reste une année symbolique en Afrique puisque elle a donné naissance à plusieurs États, à plusieurs nations. Que retenez-vous des indépendances des pays africains, Monsieur Dr Godefroy, que nous recevons depuis Toulouse? Oui, je vais poser après 1960. Moi, je dirais que, bien avant de répondre à votre question, je dirais d'abord que l'indépendance est un état d'esprit. L'indépendance est un comportement. L'indépendance se vérifie à travers l'effectivité des actions. L'effectivité des actions, tant sociaux, politiques, économiques, culturelles, macroéconomiques, géopolitiques et géostratégiques. En partant de ce paradigme, on va se rendre compte que très rapidement, nous ne sommes pas indépendants, mais nous avons notre formule d'indépendance. Notre formule d'indépendance, c'est de la dépendance sans l'effectivité d'action. Il y a eu quelques leaders africains qui ont mené la bataille en parlant de Sékou Touré, Barthélemy Boganda, Lumumba. Il y a une lutte exotique concernant ces leaders qui ont mené la bataille pour que nous ayons, entre guillemets, cette indépendance. Mais nous sommes toujours dans cette démarche de victimisation. Cette victimisation crée un caractère assez émotif chez nous. Soit, quand on ne veut pas peut-être réaliser un projet concret, le procès de l'Occident. Nous avons que de responsabilité que nous avons subi. Mais nous, Africains, quelle est la responsabilité? Première interrogation. Nous devons mettre des mécanismes pour nous permettre d'aller véritablement vers cette indépendance. Aujourd'hui, nos valeurs culturelles, qu'est-ce que nous avons fait de nos valeurs culturelles? Quel est le système éducatif conçu par nous, les Africains nous-mêmes? Quelles sont les élites qui sont formées et qui ont rendu censeur à nous, les Africains? Nous assistons à un phénomène de concoctage. Nous assistons à un phénomène de clientélisme, un phénomène de terrorisme institutionnel. La part de responsabilité émane à qui? À nous. Donc c'est un état d'esprit pour moi, pour balayer dans un premier temps. Nous ne sommes pas indépendants parce que nous les Africains, nous ne voulons pas être indépendants. Donc parler déjà d'indépendants, je pense que je vous proposerai d'autres formules. Quelle est cette formule? Voilà comment je peux formuler, c'est-à-dire que travaillons pour aller vers l'indépendance. Parce qu'aujourd'hui, le constat que nous faisons, nous ne sommes pas encore indépendants. Et personne viendra nous notamment, toi disons, on nous a proclamé l'indépendance dans les années 60, mais cette indépendance ne se vérifie pas aujourd'hui. Nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons pas peut-être cette cohésion sociale à l'africaine qui existe. Les Africains, quand il s'agit de les mettre en opposition, quand il s'agit de les diviser, il suffit de mettre justement le butin sous la table. Vous allez voir que les Africains vont commencer à s'en déchirer. Monsieur Serge Lekedaye, nous pouvons faire après 31 ans, nous ne sommes pas indépendants.
Monsieur Serge Legueden, vous êtes président d'un parti politique dénommé Génération Douée. Quelle est votre interprétation des indépendances des pays africains? L'indépendance des pays africains. Alors, je pense que il y a certains pays africains qui ont bien géré leur indépendance. Je prends le cas du Botswana. Le Botswana, c'est un très bon pays qui fonctionne bien, qui marche. Il y a le minimum nécessaire. Et ces leaders-là, ils ont été responsables dès le début, dès le départ. Et ils ont eu l'indépendance. Maintenant, quand on pousse le contexte un peu, on arrive dans nos pays, là, je prends le cas de notre pays, là, les pays sont très très mal. Après 61 ans, aujourd'hui, vous imaginez, on a 37 mégawatts d'électricité pour électrifier tout un pays qui a un potentiel de 2000 mégawatts. Donc, on n'a pas d'électricité. Comment est-ce qu'on peut faire les équipes? Comment est-ce qu'on peut faire les écoles? Comment est-ce qu'on peut faire les entreprises? Ça, c'est la réalité de nous, centrafricains, aujourd'hui. Mais maintenant, quand on pousse le concept un peu, on va dans pas mal de pays africains, le constat est pareil. Et nous, ce que nous faisons ce soir, c'est qu'il faut toujours que nous trouvions un bouc émissaire. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir, de nous regarder droit dans un miroir et de dire, bon, ok, nous avons fait ça, c'est pas bon, nous avons fait ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain, notre continent soit solide, qu'on soit vraiment indépendant? Et puis, non. Aujourd'hui, je prends toujours le cas de la RCA, la France a même un appui budgétaire de 28 milliards de francs. Appui budgétaire de 28 milliards. Moi, je vis en France, je paye les impôts, et ça nous coûte très cher ici. Je pense que mon frère Godefroy Luther peut le confirmer. Et la question dont on se pose toujours, c'est comment la France peut prendre les impôts des Français et aller donner gratuitement aux Centrafricains, ceux qui paient leurs fonctionnaires avec tout ça. Donc, nous, on n'a pas compris comment est-ce que le monde fonctionne. On n'est pas indépendant, mais c'est à nous d'aller arracher notre indépendance. C'est à nous de penser autrement. C'est à nous de voir qui est à notre disposition pour faire que demain, on puisse réellement être indépendant et discuter avec les autres d'égal à égal. Question d'intérêt. Aujourd'hui, on fait un partenariat avec vous parce que vous nous apportez ça et nous, on vous apporte ça. C'est équilibré. Voilà. Et ça, vous, émissaires, je prends pour nous les plus francophones, c'est la France. Alors, de quoi je me pose la question de savoir, est-ce que quand on voit, par exemple, les rebelles en fait rapide, qui tuent, pillent, violent, est-ce que c'est les Français qui font ça? Non, c'est les Africains et c'est les Centrafricains. Donc, c'est un grand problème. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut réellement? On veut être indépendant ou on veut être là à faire du bruit, à parler, et puis c'est fini? Je vais vous donner un exemple concret. Quand il y avait l'histoire de l'esclavage en Libye, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la communauté noire, que ce soit en France, les gens se sont mobilisés, et tout, et après, silence radio. On ne sait pas aujourd'hui si nos frères continuent d'être traités comme des esclaves en Libye. On ne sait pas. Parce que nous, on réagit avec les Égyptiens, on se lève, on parle, un jour, 2 jours, on fait du bruit, demain, rien du tout. Non, mais les autres qui ne réagissent pas. Donc, il y a quelque chose qui se fait autour d'une table, qui réfléchit, qui pense, qui planifie. Qu'est-ce qu'on fera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Regardez Alors, nos présidents. oui. 2 secondes. Regardez nos présidents quand ils arrivent au pouvoir. Là, ce sont ceux qui peuvent vous présenter un projet
concret en disant, moi je suis là pour 5 ans, voilà concrètement ce que je fais en 5 ans. Et chaque année, il fait le compte rendu au peuple pour dire, voilà, je vous avais promis ça, j'ai pu faire ça, j'ai pas pu faire ça parce que, et tout. Ça se fait en Afrique. Il y a quelques présidents. Mais regardez la manière. Voilà. Alors, monsieur Wadja, êtes-vous de même avis que monsieur Serge Guédaën? Sur mon frère Moïse, je suis parfaitement de même avis que les deux panélistes. Pour moi, je pense que le mot indépendance, c'est un mot qu'on a utilisé pour endormir les Africains de plus. De quelle façon? De quelle façon? Oui, puisque au fait, nous ne sommes pas indépendants. Il y a eu des accords dans les années, des années d'indépendance, il y a eu des accords d'annexion. C'est-à-dire, on s'entend. Avant, on était présent directement en Afrique, en tant que Français ou en tout cas métropole. Maintenant, on signe des accords, nous allons rester chez nous et on vous surveille. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'indépendance. Donc c'est ça ce que moi j'appelle des accords d'annexion. Ce ne sont pas des indépendances comme des accords. D'abord, on ne négocie pas une indépendance. C'est ce qu'il faut aussi comprendre. On ne négocie pas une indépendance, mais ça s'affirme. L'indépendance s'affirme par rapport à notre possibilité de mener à bien nos actions sans des conditions exigées ou sans des restrictions imposées par une autre puissance. C'est ça l'indépendance. Et si nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de dire qu'au Togo, par exemple, je donne l'exemple, au Togo, par exemple, le président ou le gouvernement togolais décide que nous sommes en crise, il faut trouver cette solution pour financer notre économie. Mais pour le faire, il faut peut-être passer par la métropole. Aujourd'hui encore, vous savez que aucun pays africain, ou en tout cas des pays colonisés, ne siège au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une insulte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit quand il y a un problème qui concerne tous ces pays-là, c'est la métropole qui est au sein du Conseil de sécurité de l'ONU qui a le mot sur l'action à mener dans le pays en question. En d'autres formes, c'est qui veut dire que nous sommes encore sous tutelle de la France, par exemple, les pays francophones, par exemple. Lorsqu'il y a un problème qui concerne les anciennes colonies françaises, qu'il faut résoudre au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France qui décide à la place de nos pays, puisque nos pays ne siègent pas au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est pas ça qu'on appelle l'indépendance. Quand nous prenons le côté économique, vous savez bien que dans chaque pays africain, les leaders ou les multinationales qui viennent s'implanter sont guidés par nos anciennes métropoles. Par exemple, au Togo, Bolloré qui s'impose au Togo, c'est guidé par la France. Et lorsqu'on a un marché dans nos pays aujourd'hui, pour exploiter peut-être du pétrole ou quoi que ce soit, la décision ne revient pas à nous, nos pays, de décider que nous avons peut-être un partenaire chinois ou un partenaire russe qui propose mieux, nous allons accepter ce partenaire-là, mais nous avons la pression et nous avons l'obligation d'accepter un partenariat avec une multinationale française qui va piller tout chez nous pour apporter ça en force. C'est pas ça qu'on appelle l'indépendance. L'indépendance, ça doit s'affirmer dans notre possibilité, dans notre habilité de travailler sans aucune condition, de décider de ce qui doit se faire chez nous sans aucune condition, en tout cas de manger ce que nous voulons sans que quelqu'un nous impose cela. C'est ça l'indépendance. L'indépendance, on en parle des pays africains également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Et parlons d'indépendance. Est-ce que vous êtes de même avis avec les trois autres panélistes qui sont avec nous aujourd'hui? Et qu'est-ce qui a causé cela? Ok, Moïse, merci pour cette pertinence de question. Voyons, l'indépendance rime avec souveraineté. Aujourd'hui, y a-t-il un pays africain qui puisse se prononcer haut et fort qu'il est indépendant? À mon avis, la réponse est négative. Pour revenir à l'intervention du frère Serge, au début, il disait que le Botswana aujourd'hui est un pays
vu comme un modèle d'indépendance, parce que son indépendance est bien gérée. Ok. Et je me rappelle bien, selon l'histoire politique africaine, l'Afrique est colonisée précisément majoritairement par l'Angleterre et la France. Certes, il y a l'Espagne et le Portugal aussi un peu. À la veille des indépendances africaines, l'Angleterre avait opté pour une option appelée, qu'on peut traduire littéralement par un suivi direct. En anglais, c'est direct rule. Opposé au français qui est un suivi indirect, indirect rule. Là se pose le problème. C'est d'où nous pouvons faire une comparaison nette de développement mieux dans les parties anglophones africaines comparé à l'Afrique française. Pour aller plus loin, je pense qu'aujourd'hui, le manque d'indépendance des pays africains est une crise institutionnelle. Considérons nos pouvoirs législatifs en Afrique. C'est en Afrique, tu peux voir un député qui n'a jamais entendu parler du contrat social, qui ne sait pas ce qui s'appelle l'esprit des lois. Pourtant, il siège au Parlement. C'est en Afrique, tu peux voir le pouvoir judiciaire malmené, guidé par des mains invisibles. En guise d'exemple, si nous nous référons au contentieux électoral ivoirien de 2010, nous avons remarqué qu'un juge constitutionnel, de surcroît professeur agrégé, a reconnu en l'espace de 6 mois 2 présidents. Ce même juge constitutionnel avait confirmé M. Gbagbo comme président. En moins de 6 mois, ce même juge constitutionnel a reconnu M. Ouattara comme président. Ok, c'est un scandale pour l'Afrique francophone, précisément par la gestion de ces structures juridictionnelles. Si nous voulons aller encore un peu plus loin, prenons juste un domaine de la santé. Nous nous rendons compte que nos dirigeants, qu'ils soient dans l'exécutif, peu importe le poste qu'ils occupent, du moment où ils ont un pouvoir un peu influent, le premier malaise qu'ils ont, ils sautent dans un avion pour aller se soigner en Occident. Est-ce à dire que le ministère de la Santé de leur pays n'admire-t-il pas des hôpitaux compétents pouvant les soigner? Là se pose une question. Nous ne sommes pas indépendants. Sur le plan culturel, par exemple, l'Afrique a quel modèle de culture à imposer au monde entier, à part la consommation de toutes les bêtises qui viennent de l'extérieur, quelles qu'elles soient? Quel est le modèle l'Afrique a aujourd'hui à imposer au monde, à part l'exportation de ces matières premières et racheter les produits finis à 10 fois plus cher? Aujourd'hui, l'Afrique n'est pas indépendante. Soyons courageux de le dire, parce que sur le plan monétaire, par exemple, le franc CFA est une monnaie et ce qui se transformera en écho bien, dans les jours à venir. Okay, on en parlera également. Est une monnaie qui est fabriquée en France, où elle attribue de la souveraineté, tout en sachant que le fait de mettre sa monnaie fait partie d'un caractère prépondérant de la souveraineté. Aujourd'hui, nos présidents ont pour conseillers spéciaux des Occidentaux. Mais c'est une aberration. Est-ce à dire que l'Afrique n'a pas de tête compétente
pour servir les pouvoirs en place, c'est là que tu feras qu'en réalité, le complexe qu'on nous a imposé nous domine jusqu'à présent. L'Afrique n'est pas indépendante. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, les dettes bien faites, comme vous, Moïse, que je suis en train de voir, éventuellement les frères Geoffroy et le frère Serge, je ne pense pas qu'ils seront mieux traités dans leur pays comme ils le sont en Occident. Là, c'est encore un échec notoire. Sur cette question, je donne encore un petit exemple. Je discutais avec un compatriote qui, dans son boulot, perçoit l'équivalent de 1400 $ par semaine. Pour ce même boulot postulé dans son pays d'origine, il est payé à quelque chose comme 450 $ le mois. D'où nous perdons facilement nos compétences africaines au profit de l'Occident, compte tenu de la mauvaise organisation institutionnelle sur tous les plans. L'Afrique n'est pas indépendante, Moïse. L'Afrique n'est pas indépendante. Alors, Monsieur Godefroy Luther, pourquoi est-ce que les indépendances n'ont-elles pas mis fin à la colonisation? Les indépendances n'ont pas pu arrêter la colonisation. Comme on dit, sur les institutions, peut arrêter les institutions d'une autre manière, comme le langage juridique. Hein. C'est pas une faille de responsabilité. Faille de responsabilité du point de vue interne, comme ça a été dit par mon prédécesseur ici, et du point de vue externe. Faille de responsabilité parce que du point de vue interne, il y a une institutionnelle que nous avons pu générer. Nous avons pu générer ça par l'amateurisme. Nous avons pu générer par les tueries de masse. Nous avons pu générer ça par la famille. Nous avons pu générer ça par manque d'éducation, par le modèle social qui n'existe pas quasiment, par l'absence des infrastructures et l'absence de l'État providentiel. Donc, du point de vue interne, l'Afrique fonctionne du point de vue institutionnel, sans notamment mettre les attributs du pouvoir institutionnel en marche. Donc, de ce point de vue, on ne peut qu'être, par lien de causalité, on ne peut qu'être dépendant du point de vue externe. Et ce mimétisme va venir se greffer par rapport à notre fonctionnement dans la cité. Raison pour laquelle, en termes de responsabilité, il faut d'abord commencer à faire un état de lieu. Factuellement, du point de vue temporalité, qu'est-ce que nous avons pu mettre en place comme mécanisme et comme indicateur pour nous permettre de booster nos machines étatiques qui n'existaient quasiment pas. Nous sommes restés des grands théoriciens, nous sommes restés notamment des grands précurseurs, nous sommes aux grands voleurs, nous sommes aujourd'hui des grands criminels économiques et nous sommes des tueurs en masse. Voilà, de sorte que nos systèmes institutionnels se portent très mal. Une jeunesse, quelle est la voie qu'on propose à cette jeunesse? On ne propose que la rébellion. On ne propose que, pour le respect que nous avons pour nos sœurs, on ne propose que la prostitution. Voilà les faits contaminés de cette indépendance-là. Et dès lors, on n'a pas pu trouver des solutions qui peuvent aller vers l'éradication de ces mots qui désacralisent nos fonctionnements institutionnels. On ne peut basculer que manifestement dans cette crise institutionnelle, comme disait notre panéliste dans cette démonstration. Donc, de ce point de vue, lorsqu'il y a une crise institutionnelle, cela ouvre la porte notamment à à des idées qui sont parfois des idées non lucides de l'extérieur. Quand il vient de l'extérieur, quel est le mécanisme qui vient mettre en place? Quelle est la stratégie à mettre en place? C'est le système de division. C'est le système de quoi? C'est le système d'instrumentalisation même de l'appareil État, de l'État. De ce point de vue, une fois que ce système extérieur arrive, qu'est-ce que nous avons comme contre-offensive pour contre-action de l'extérieur?
nous n'arrivons pas parfois à discuter entre experts d'égal à égal. Nous avons déjà un sentiment d'infériorité du point de vue psychologique. Lorsque nous menons un débat, on se voit toujours en bas de celui qui est faible. Pourquoi nous continuons à perdurer dans cet esprit? C'est la question qui se pose. Après 60 ans, on nous dit qu'on n'a pas un système éducatif. Mais nous sommes allés notamment affronter le lumière. Mais au-delà de cette éducation-là, qu'est-ce que nous avons pu faire de ça? Que de la théorie. Donc pour moi, ce qu'il faut dire, il y a des facteurs endogènes, il y a des facteurs exogènes qui expliquent aujourd'hui, notamment, cette déphasage, cette dévastation institutionnelle. Cela fait de sorte qu'aujourd'hui, du point de vue colonialisme, il y a les retombées qui sont là. Du point de vue, notamment, manque de dépendance, il y a des facteurs qui expliquent que nous ne pouvons pas être aujourd'hui indépendants. Parce qu'il y a une responsabilité du point de vue leadership. Tant que dans une cité organisée, lorsque les sages se réunissent à la palabre, et s'il n'y a pas un leader éclaireur pour éclairer les autres, nous ne pouvons que basculer vers l'obscurité. Et cette obscurité ne peut que nous conduire vers quoi? Vers cette manque de visibilité. Visibilité économique, visibilité stratégique, visibilité entrepreneuriale. Voilà la question qui, notamment, fait de la sorte que on n'a pas cette indépendance au sens plutôt sensus du terme. Nous produisons. C'est juste une parenthèse. Justement, il y a M. Alès qui voulait intervenir par rapport à la même question. Merci infiniment à tous d'être avec nous. Vous êtes dans votre émission Avis de la diaspora. Monsieur Alès, si vous pouvez encore nous redire ce que vous venez de dire, ce serait encore intéressant. Monsieur Alès. Je disais, jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore décidés de nous imposer un modèle purement africain qu'il nous faut. Un modèle qui pourrait influencer le monde entier, comme nous sommes aussi si faciles à consommer tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, on parle des indépendances des pays africains avec nos invités en studio et en duplex également. Je voudrais poser une question similaire. Si par exemple les indépendances ne sont pas confiées aux fêtes nationales, Monsieur Serge Leyedaen. Oui. Aujourd'hui, à chaque indépendance, surtout de votre pays, la Centrafrique, c'est partout en Afrique maintenant, et lorsque le jour de l'indépendance vient, il y a même les 61 ans, les 60 ans qui étaient passés pour certains pays africains qui viennent de célébrer leur indépendance. Et est-ce que vous ne vous posez pas la question si c'est une fête nationale qu'on a l'habitude de fêter, au lieu de réfléchir, d'organiser des journées de réflexion et de permettre également aux intellectuels africains de chaque pays de trouver des solutions idoines pour que nous ayons la vraie indépendance? Alors, je suis un peu perturbé est-ce qu'on considère que l'Afrique est un pays ou l'Afrique est un continent qui contient des pays? C'est tous ces pays qui font ce continent, l'Afrique. Est-ce qu'on n'a pas tendance à généraliser ce qui se passe dans les anciennes colonies françaises à toute l'Afrique? Alors ça, c'est parce que je vois les différentes réponses de panélistes. Des fois, ça me dérange un peu. Que quand on parle d'indépendance, je pense que, bon, on prend les pays francophones, ça s'est suivi, hein, d'un jour à peu près. Et
Et ça tourne souvent à des fêtes où on fait des défilés ou je sais pas. En Centrafrique, je pense qu'on ne diffuse pas les fêtes août, je pense que les fêtes de particulier qui se passent en Centrafrique. On fait plus le décembre qui est la proclamation de la République centrafricaine, c'est-à-dire que la République centrafricaine qui change de nom de l'Ubangi à la République centrafricaine. Et ça, c'est souvent une très très grande fête où on dépense aussi beaucoup d'argent. Parce que vu la situation de notre pays, je pense qu'on pourrait se passer de ça et prendre cet argent, investir dans l'éducation, les hôpitaux, investir dans beaucoup de choses, même pour soutenir nos armées. Donc, après faire des débats, est-ce qu'il n'y a pas de débat? Aujourd'hui, on n'est pas en train de débattre, nous sommes en train de débattre. Mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Quand on prend l'Union africaine, est-ce que l'Union africaine est indépendante? Le budget de l'Union africaine, je pense que chaque pays africain doit payer une cotisation. Je pense que c'est l'Europe qui supporte une partie du budget de l'Union africaine. Donc, tout ça fait qu'il y a beaucoup de choses. Quand on parle de monnaie, on nous dit aussi qu'il y a beaucoup de pays contre monnaie. Je prends l'Ouganda, ils ont le Chili ougandais. Or, le Kenya, ils ont le Chili kenyan. Je prends le Rwanda, ils ont le Chili rwandais. Tous ces pays ont leur propre monnaie. Je prends le Ghana, ils ont leur propre monnaie. Je prends le Nigeria, ils ont leur propre monnaie. C'est de responsabilité à nous. Parce qu'on ne va pas repartir dans les années 60 pour dire donnez-nous de l'indépendance, parce que l'indépendance, je sais pas, c'est déjà faux, quoi. Ça a été signé, sauf que dans les faits, c'est pas ça. Maintenant, la question dont on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous devons faire pour vraiment être indépendants? Nous, pays africains, est-ce qu'on peut pas déjà créer un marché africain entre nous pour faire des échanges entre pays? La question de monnaie, je pense que ils ont parlé d'éco qui allait considérer beaucoup de pays, ça c'est une très bonne chose, parce que nous, on n'a pas l'Union européenne comme institution, je sais pas, en Europe, parce que ici, les pays européens, ils ont cédé une partie de leur pouvoir à l'Europe. En Afrique, c'est pas cela, ça. Donc, c'est juste, moi, je considère que l'Union africaine, par exemple, c'est juste une association où les gens viennent là, ils doivent payer leur cotisation. Est-ce qu'ils payent régulièrement leur cotisation? Je ne sais pas. Donc, tout ça reste flou pour nous, Africains. En fin de compte, ça fonctionne comme nos pays ont l'habitude de fonctionner. Tout est flou pour nous, peuple africain. Tout est flou. On ne sait jamais, hein. On ne sait pas ce qui se passe. Et on est démunis devant le fait à chaque fois. Maintenant, est-ce que on peut repenser l'Afrique autrement? Moi, je pense que c'est possible, mais est-ce que ça peut se faire avec ceux qui gouvernent aujourd'hui? J'en suis pas trop sûr. Donc, après aussi, la nouvelle génération, comment est-ce qu'elle s'organise? Parce que le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Comment est-ce que la jeune génération s'organise? Ça aussi, ça me fait peur, parce que est-ce que les gens sont dans le sens de se dire, bon, nous, on veut faire quelque chose, on veut faire les choses autrement demain. Aujourd'hui, on peut commencer à se unir, à travailler. On dit tranquillement pour que demain, on puisse peut-être sortir de l'ombre et dire, voilà, voilà ce que nous avons pensé, voilà ce que nous pouvons faire demain. Après, je sais pas trop. Je sais pas trop. Moi, je suis leader. J'essaie de discuter avec d'autres leaders africains, des gens qui sont pas au pouvoir, hein, de discuter avec eux, de voir ceux de l'opposition, de voir ce qu'on peut faire demain. On ne sait pas. On discute pour le moment. On discute. Il y en a qui sont très fermés, il y en a qui sont ouverts. Et puis bon, on discute. On verra ce que ça donnera. Mais il faudrait que nous, la jeunesse africaine, on s'attend pas que demain un Ouattara va transférer le pouvoir comme ça, ou un Guinée
Alpha Condé va transférer le pouvoir comme ça, moi je crois pas. Je pense que nous, on doit s'organiser, travailler ensemble de façon à proposer quelque chose de différent demain. Et ça aussi, moi, je le dis par rapport à mon pays aussi, la République centrafricaine, que les jeunes, si on pouvait travailler ensemble, ce serait bien. C'est dommage que fois on a essayé de faire, mais pour des intérêts personnels, égoïstes, ben, on s'en capote toujours. Et ça, c'est dommage. Et je ne sais pas, mais après, soyons toujours optimistes. Soyons toujours optimistes. Que doivent faire les Africains pour se débarrasser de ce joug, Monsieur Wadja? Merci mon frère Moïse. Je pense que cette question, j'ai eu la chance de me pencher sur ça à plusieurs reprises maintenant. Ça revient sur les mêmes choses. Qu'est-ce que doit faire l'Afrique aujourd'hui? C'est la conscientisation des peuples africains. Aujourd'hui, je veux parler tout d'abord des années des indépendances. Il y a des gens qui sont battus, qui ont donné de leur vie pour demander une indépendance, entre guillemets. Et tu vois aujourd'hui des mêmes Africains qui veulent vendre leur pays encore à l'Occident. Ce qui veut dire qu'il y a un travail interne à notre niveau en tant qu'Africains dans chaque pays à faire pour que cette indépendance soit effective. Nous n'allons pas encore retourner demander à l'Occident une indépendance, non. Ce n'est pas ça. Nous allons arracher ça par notre comportement, par nos attitudes, par notre conscientisation. Il y a des gens qui ont vite compris. Je prends l'exemple de Thomas Sankara qui a vite compris que l'Afrique était en danger et qu'il s'est engagé sur un chemin. Mais qui est-ce qu'on a mis sur son chemin pour le tuer? Ce n'est pas un mercenaire français qui est venu tirer directement. C'est un jeune Africain qui l'a assassiné. Aujourd'hui, on a des terrorismes en Afrique, partout. Ce n'est pas des mercenaires directement venus de l'Europe ou bien de l'Amérique pour assassiner nos frères. Ce sont nos propres frères africains qui s'entretuent entre eux. C'est-à-dire que quand un moment viendra, les Africains seront conscients et n'accepteront plus des pots de vin ou en tout cas accepteront plus des enveloppes d'argent pour assassiner leurs frères. C'est le moment où nous parlions de l'indépendance. Il faut qu'on arrive à ce moment-là pour décider que lorsqu'on passe par un frère pour trahir tout un peuple, on ne doit pas accepter. On ne doit pas voir son intérêt personnel pour mettre la vie de tout un continent ou de tout un pays en danger. Et c'est ce qui va se faire dans l'avenir. Et aujourd'hui, malheureusement, nous regardons comment nos matières premières sont pillées en Afrique. Ça aussi, c'est une question qui se pose. Il faut qu'on trouve un moyen de les transformer chez nous, nos matières premières, pour avoir des produits finis, ou du moins des produits semi-finis, pour ne pas mettre nos jeunes dans la rue. Il faut que les jeunes aussi aient de l'emploi. Et c'est par la création des usines, la création des entreprises qui pourront transformer ces produits-là, qui permettront à l'Afrique de créer de l'emploi pour la jeunesse. Et en quelque sorte, lorsque on a cette possibilité d'avoir du boulot et d'avoir au moins de quoi manger dans la journée, ça éviterait à ce que les gens s'alignent dans les rangs de ces malfaiteurs comme terroristes. Et ça donnera encore le courage à nous, jeunes Africains, de ne pas s'éterniser dans les pays occidentaux comme nous sommes ici déjà, peut-être de retourner chez nous aussi. Et je voulais à cet effet corriger un peu quelque chose que le frère Alex avait dit en comparant un peu le salaire d'un frère qui était ici et qui gagnait, il disait 1400 $, je pense, et qui devrait gagner 400 $, en tout cas 450 à peu près en Afrique ou dans son pays. Il faut que nous arrivions à comprendre que nous ne devons pas à tout moment comparer ces salaires-là. Quand on est intellectuel africain et qu'on a l'amour de notre pays, on a l'amour de notre continent, il faut à un moment donné comparer le niveau de vie et voir son salaire qu'on perçoit en Afrique. Et si ça me permet de vivre ou pas, et l'accepter. Pas forcément parce que peut-être on gagne plus en Europe ou en Amérique. Ici aussi, je peux dire que pour louer une maison, peut-être sur les 1400, peut-être par 1200 vont partir dans le loyer déjà.
Donc, ce qui dit que le niveau de vie est élevé en Occident et il faut éviter de comparer les salaires pour prendre des décisions quand il s'agit d'aller aider nos pays. Alors, monsieur Alès, oui, attendez. Tout à fait. Il faudrait éviter de faire ce genre de comparaison, mais retiens bien qu'aussi, qu'entre 1400 $ par semaine et 400 $ par semaine, la différence est grande. Certes, les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, les dépenses mensuelles ne sont pas les mêmes non plus, mais rappelle-toi qu'en Afrique, une personne qui émerge est la locomotive de toute la famille entière. Oui, tenons compte de ces réalités aussi. Alors, monsieur Alès, ma question est de savoir si le rêve de tous les Africains, qui est les États-Unis d'Afrique, un jour est possible. Ok, Moïse, à cette question, je vais aller droit au but. C'est impossible. Pourquoi? Je pense que cela est impossible en ce sens que en Afrique, nous avons une multitude de cultures, une multitude de langues, plus de 50 pays, avec des habitudes différentes. À la base, cette Union africaine, elle a été le rêve de Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen. Cela n'a jamais eu lieu. C'est juste des rêves écrits que nous avons lus, que nous avons entendus. Allons un peu en arrière. Il fut un temps, je pense, les pays comme le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso et la Gambie, si je ne m'abuse, avaient eu l'idée de créer une fédération. Ça n'a pas pu réussir. Juste parce que, comme le disait le frère Geoffroy, il y a forcément des facteurs exogènes et des facteurs endogènes qui s'entremêlent pour tuer dès le départ toute ambition de l'Afrique à s'émanciper. Je reviens sur l'analyse du frère Wadja. La première génération de l'Afrique indépendante a été un fiasco total. Et ça, personne ne peut le contredire. Parce que l'Africain que nous sommes en général, la majorité n'est pas alphabétisée. C'est en Afrique que jusqu'à présent, tu peux prendre un pays sur 100 personnes, à peine 25 sont instruits. Ça, c'est déjà un frein à la sensibilisation. Comparé à l'Occident, ton enfant, dès qu'il a déjà 4 ans, on t'envoie un papier à la maison que l'enfant doit aller à l'école. Ce qui n'est pas le cas de l'Afrique. Juste pour dire, en Afrique, les pouvoirs en place ne savent pas qui vit réellement et qui ne vit pas. C'est en Afrique que le pouvoir en place ne maîtrise pas la structure démographique qu'elle est censée diriger. Tu vois un peu, toute cette salade, Moïse, ne sont pas favorables à une émergence relative à la souveraineté. Dans les années 90, il y avait un président français, François Mitterrand, qui eut à tenir un discours, un célèbre discours, le discours de la Baule, dont le résumé peut être il n'y a pas de développement sans démocratie et réciproquement, il n'y a pas de démocratie sans développement. Mais cette même France qui eut tenu ce discours est cette première puissance occidentale qui s'ingère directement dans les affaires africaines, du moins du précaré français. Cette même France est ce pays qui empêche les pays africains de se développer. Pourquoi je suis en train de dire cela? Les accords de coopération, les accords d'assistance, il faut forcément que nos chefs d'État africains aient le courage de les dénoncer publiquement. Forcément, la population serait derrière eux. Mais c'est ce manque de dénonciation qui fait forcément que la France a toujours cette influence négative sur l'Afrique.
nous tous ici, nous n'avons aucun pouvoir de décision direct. Nous ne sommes pas au pouvoir. Mais il faut quand même que nous ayons le courage de dire tout ce qui ne va pas. Parce que notre silence aussi nous tient coupables. D'où toutes les fois que nous aurons ces genres d'opportunités de nous prononcer, il faut dire tout ce qui va mal à haute voix. Oui. Dire tout ce qui va mal à haute voix. Nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons donner 2 minutes à chacun de nos intervenants de faire leur conclusion par rapport aux indépendances des pays africains. Monsieur Dr Godefroy Luther. Pour conclure, pour moi, je dirais que les pays africains n'existent non. Nous avons assisté à la qu'on appelle des indépendances, mais nous ne sommes pas le fait de l'action, c'est-à-dire l'effectivité qui se vérifie par des indicateurs politiques, économiques, macro et même éducatifs. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, il faut changer le paradigme, mettre un processus qui peut permettre de venir booster les systèmes institutionnels aux États. Et comme disait mon professeur, le courage de caractériser notre manière et le sens d'un. Oui, nous voulons aller vers l'indépendance, mais aller vers l'indépendance avec quel objectif? Il faut que nous arrivions à établir un cahier de charges qui peut notamment piloter notre système, parce que nous le APP nous a toujours conduit vers ce désastre que nous subissons. Est-ce que nous pouvons agir cette fois-ci, après les échecs connus après 30 ans, mettre des cahiers de charges avec fondés sur des leviers où on peut les explorer manifestement et vérifier qu'après 50 ans, dans les jours à venir, est-ce qu'on peut d'une Afrique prometteuse, une Afrique compétitive, une Afrique notamment avec des leaders qui ont le sens de la moralité, qui ont le sens notamment des hommes d'État et non des candidats. Voilà comment je pourrais conclure. Merci à M. Godefroy pour son intervention. Alors, M. Serge Leguiden, président de Génération Doué en Centrafrique. Alors, pour conclure, déjà, je pense que ce que Alex a souligné est très important concernant le sport. Je vais vous donner un exemple simple. Singapour. Vous savez, l'État de Singapour fait concurrence avec les entreprises privées. Ils vont débaucher à travers le monde des gens qui ont des compétences, qui sont dans leur domaine pour les amener. Et regardez aujourd'hui Singapour. Un tout petit territoire est un exemple pour les États-Unis, pour beaucoup de pays. Je pense que c'est l'Occident respecte. Donc, si toute cette puissance-là, qu'est-ce qu'elle fait? Ces puissances sont capables d'aller prendre les meilleurs Africains maliens pour aller travailler à la NASA, pour faire la force de tout des États-Unis d'Amérique. Si nous ne sommes pas capables, nous ne pouvons pas nous organiser en Afrique pour ramener les têtes, pour aller étudier, pour les ramener au pays. C'est un très grand problème pour nous en Afrique, parce que c'est ça qui fera que demain, on pourra se relever. Concernant les États-Unis d'Afrique, je pense que c'est possible, mais ce ne sera pas maintenant, ce sera très long terme. C'est quand chaque pays africain aura le minimum nécessaire, c'est-à-dire que le dernier d'un pays a accès aux hôpitaux, aux écoles pour ses enfants, peut manger à sa faim, et peut vivre en sécurité, peut avoir l'électricité et l'eau. Quand tous ces pays d'Afrique-là, dernier aura ça, je pense que naturellement, tous ces pays africains-là, ils vont partir vers les États-Unis d'Afrique. Mais il y a un travail immense à faire, parce que quand on voit l'état aujourd'hui de l'Afrique,
je vous garantis que ça fait très mal à la tête. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous aussi. Monsieur Alès, que devons-nous retenir par rapport à votre intervention, par rapport aux indépendances des pays africains? Ok. Moïse, il faut noter que, à la base, tant que nos institutions africaines, précisément les institutions relatives aux droits, seront faibles, nous serons toujours à la traîne. J'aimerais rajouter ceci. Je ne veux pas dire que l'Afrique est un continent du sous-droit, mais à l'échelle internationale, le droit africain reste encore embryonnaire. Si nous ne nous battons pas intellectuellement pour asseoir des institutions solides, eh bien, rien ne changera positivement comme nous le souhaitons pour une Afrique indépendante et souveraine. Oui. Monsieur Wadja, votre conclusion? Merci. Moi, pour conclure, je pense que je lance un appel à tout Africain à cultiver l'amour pour l'Afrique. Et lorsque nous aimons notre Afrique, nous aimons notre pays d'où nous venons, il y a des trucs que nous ne pouvons plus accepter, que quelqu'un nous impose à faire. Et c'est en cela que nous pouvons défendre les intérêts de nos pays et de notre continent qui est l'Afrique. Et j'ai ma conviction que pour que l'Afrique soit totalement indépendante, il y aura une génération sacrifiée. Cette génération va accepter souffrir et défendre les intérêts de l'Afrique. Et c'est en ce moment qu'on pourra décoller. Ça peut-être serait le début des indépendances de l'Afrique. Mais s'il n'y a pas eu cette génération qui est prête à être sacrifiée pour l'intérêt de l'Afrique, on ne pourra pas s'en sortir. On peut prendre toutes les décisions possibles. Les gens trouveront toujours les moyens de s'infiltrer parmi nous, me monter contre mon frère, et puis on ne peut jamais avancer. Donc, aimons notre Afrique et vive l'Afrique. Vive l'Afrique. Il y a également l'un de nos auditeurs qui veut faire également sa conclusion rapidement. Auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, vous êtes en direct avec nous et nous sommes à la fin de l'émission Avis de la diaspora concernant les indépendances des pays africains. Votre conclusion? C'est tout d'abord pour encourager vos auditeurs, vos invités, pardon, et surtout qu'il y a, j'ai remarqué, un représentant de la Centrafrique, et son collègue, je ne sais pas d'où il est lui, mais quand même je voulais ajouter que leur intervention sur le comportement des peuples africains, le fait que, comme a dit aussi M. Wadja, comme les Africains et tout le monde, que tout le monde partage l'idée que voilà, c'est aux Noirs eux-mêmes, aux Africains eux-mêmes qu'on donne les armes pour se heurter entre nous, peuples, ce qui est un frein à l'indépendance des peuples africains. Effectivement, oui, c'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité qui date d'aujourd'hui, c'est une réalité historique, ça a toujours été ainsi depuis avant les années 1800 ou 1500, même au temps où les Polonais, les Espagnols étaient les Portugais étaient sur le territoire avant l'arrivée des Français et des Allemands. Et donc c'est pour dire que jusqu'aujourd'hui, ça continue. Partout, si vous voyez la Centrafrique, le Mali, partout. Mais faisons attention, ce n'est pas aujourd'hui que ça se passe. Donc ça a toujours, la colonisation a toujours été ainsi. Et cela nous dit quoi? Cela nous interpelle. Cela, effectivement, vous avez vu juste, cela nous interpelle. La colonisation a réussi à cause de ce clash social que les impérialistes ont réussi à comprendre en envoyant les missionnaires et en utilisant les autochtones contre leurs propres frères. Donc, si nous voulons renverser la situation, effectivement, il faut recommencer par là. Et on des deals, à faire des deals et qui font de nous des frères.
des frères qui vont plus s'entretuer. Mais comment ça se passe? Aujourd'hui, il y a des contentieux dans tous les territoires, du Mali, de la Côte d'Ivoire jusqu'au RCA Compresse en Guinée. Le monsieur de la Centrafrique a dit qu'il est déçu de Gbagbo et de Alpha Condé. Mais est-ce que ces gens-là peuvent une fois accepter, ou de Ouattara, de modifier la Constitution? Effectivement, oui. Ces gens ont exprimé pendant plusieurs moments qu'il faut qu'on se pardonne, que le point c'est que les Africains ne se pardonnent pas. Vous voyez donc, lorsqu'il y a de ces divisions, il faut qu'on arrive à tirer des deals où on pardonne nos frères et on sort une solution qui arrange notre continent, notre pays, et non le colonialisme, le colon. Vous voyez. Donc, mais la plupart du temps, les amnisties, les dossiers d'amnistie, on n'évolue pas avec. Bon, si après tout cela, Gbagbo a dû sortir avant qu'on ne parle d'amnistie, Simone Gbagbo et tout cela, c'est parce que nous avions refusé de le faire avant. Ouattara a dû prendre un 3e mandat avant qu'on ne parle maintenant d'amnistie et que Gbagbo parle doucement et qu'on aille vers le projet. La RCA aujourd'hui, tout ce qui se passe là-bas, il y a toujours, c'est la région, toute la région des Grands Lacs. Il y a cette animosité qui est vieille, mais qui contrôle tout cela? C'est toujours le colon. Quand on parle d'activisme, c'est toujours le colon. Quand on parle des gens qui sont dans le côté des droits de l'homme, c'est toujours le colon. Mais qui nous dit comment ça se fonctionne? C'est toujours le colon. La démocratie dont nous parlons, comment on manifeste, c'est toujours le colon. Vous voyez. Donc, nous sommes dans une éducation du colon. Bon, un autre panéliste là-bas avait dit que voilà, c'est comment on dit, il faut que nos peuples ne sont pas éduqués. Non, nous sommes éduqués. Nos peuples sont éduqués. Quand on parle d'éducation, de quelle éducation on parle? L'éducation du blanc? Non. Parce que nous avons une civilisation, quand on parle de l'Égypte ancienne, les Samouraïs Touré, les grands rois de l'Afrique, le Soudan, tout ça. Nous avions une civilisation très éduquée dans le temps. Aujourd'hui, il est question d'assimilation, de l'éducation du blanc. Là, on peut dire qu'on n'est pas éduqué. Mais si tu enlèves ça de côté, on parle de l'Égypte ancienne, de l'assimilation, de nos anciens royaumes, tout ça. Nous étions éduqués. Nous sommes toujours éduqués. C'est que nous voulons aller dans une autre culture qui ne sied pas à ce que nous voulons faire. Donc, entre nous ici, je voulais quand même appeler chacun d'entre nous à beaucoup plus lutter pour que nous allions vers le pardon, des amnisties, des deals qui permettent à tous nos peuples qui sont concernés par le déchirement qu'il y a dans nos territoires de se pardonner et d'arriver à des consensus, à des accords de paix qui arrangent plus nos populations que nous, la diaspora, les jeunes, nous embourber dans des groupes d'activisme, dans des groupes de politique qui ne comprennent pas la vue lointaine, les calculs lointains qu'il faut pour que l'Afrique de demain soit un meilleur continent. Donc merci à vous et vraiment je vous apprécie. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Merci à monsieur Serge Leguedayen, président du parti politique à Génération Djoué en Centrafrique, monsieur Dr Godefroy Luther Gondje Djaneang, expert analyste en gestion des crises politico-militaires et acteur de la société civile vivant à Toulouse, et monsieur Gilbert, je vais dire encore Gilbert Wadja, économiste de formation également et analyste politique. Merci également à monsieur Mikafou Alès, expert également et analyste politique. Merci infiniment à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'Afro-Web TV et bonne suite de nos programmes. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé Afro-Web TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur Afro-Web TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79.